Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les hommages se poursuivent après le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Un décès survenu ce 10 mars, moins d'un an après celui de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly. Sa famille politique pleure la perte d'une de ses figures clés. Les bonnes performances du port de Lomé au Togo. En dépit de la crise sanitaire, les autorités portuaires annoncent des chiffres encourageants. L'activité du port de Lomé a connu une hausse de 12% entre 2019 et 2020. Et enfin, la recrudescence des cas de Covid-19 au Cameroun. Face à la dégradation de la situation épidémiologique, quelles sont les solutions envisagées par le gouvernement? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, elle n'aura finalement pas lieu ce 13 mars. Au Sénégal, le mouvement de défense de la démocratie a décidé de reporter sa manifestation pacifique. Un report qui avait été demandé par le calife de la confrérie mouride, Serigne Mountakha Mbacké. Dans un communiqué, le M2D précise qu'après avoir accepté cette demande de report, ils ont transmis en retour au chef religieux un mémorandum en 10 points. Un document dans lequel plusieurs revendications ont été faites, parmi elles, je cite, la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques incarcérés ou encore la fin du complot politico-judiciaire fomenté contre Ousmane Sonko. Les réactions se multiplient après le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement ivoirien s'est éteint ce 10 mars en Allemagne à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer. Sa famille politique, qui pleure la perte d'un de ses dignes fils, s'est exprimée sur sa disparition. Notre correspondant, Ange Bijou Domenio, est allé recueillir leurs témoignages. C'est une atmosphère de tristesse qui règne actuellement sur le RHDP. Les membres du parti au pouvoir viennent de perdre un de leurs proches collaborateurs. La douleur est encore vive, vu que cette perte survient 9 mois après celle de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le RHDP pleure un de ses dignes fils, un de ses piliers, une de ses pièces maîtresses. Le président à qui nous pensons tous dans cet instant posé. C'est dur. Le Premier ministre Ahmed, c'était toujours le sourire, quelle que soit la situation. Il avait cette force de pouvoir détendre même les situations les plus tendues. Ahmed Bakayoko était un poids lourd de la politique ivoirienne. Les jeunes de Côte d'Ivoire, on se connaît. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on se sent, on est au COI. Ce fervent défenseur du RHDP était même pressenti comme un potentiel successeur à la présidence. Il était très proche du président Alassane Ouattara et entretenait avec ce dernier une relation de père à fils. Il estimait qu'en tout temps, en toutes circonstances, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'équilibre de notre grande famille politique et l'essentiel, c'est faire en sorte que le président Alassane Ouattara continue toujours de rayonner. Je pense que c'est un héritage qu'il nous laisse. Un deuil national de 8 jours a été décrété sur toute l'étendue du territoire, allant du vendredi 12 mars au vendredi 19 mars 2021. Le programme des obsèques devrait se dérouler de la manière suivante. Ce samedi 13 mars, la dépouille devrait arriver à Abidjan. Dans la semaine, du lundi au mercredi, il y aura des piquets d'honneur de l'armée, du RHDP et de la République. Jeudi 18 mars, levée du corps et transfert de la dépouille à Séguéla, sa région natale. Et puis le vendredi 19 mars, prière puis enterrement dans l'intimité familiale. Dans l'actualité également, une nouvelle publication d'Human Rights Watch sur la crise anglophone au Cameroun, publication dans laquelle l'ONG dénonce de nouvelles exactions commises par les séparatistes dans les régions anglophones du pays. Elle révèle en effet que le 13 février dernier, je cite, des combattants séparatistes ont tué 3 chefs de tribus dans le village d'Essoata situé dans la région du sud-ouest. Dans cette même note publiée ce 12 mars, l'ONG rapporte également l'enlèvement d'un médecin, cette fois-ci dans la région du Nord-Ouest le 27 février dernier. L'homme a ensuite été libéré 6 heures plus tard contre une rançon de 300 000 francs CFA. Face à cette situation d'insécurité constante, Human Rights Watch a lancé un appel aux forces armées camerounaises, leur demandant d'assurer une meilleure protection des civils.
Le Nigeria redouble de vigilance face aux différentes violences qui secouent le nord-ouest du pays. Le gouvernement a en effet décidé de déployer 6000 soldats supplémentaires dans l'état de Zamfara. C'est dans ce même état que les 279 adolescentes avaient été enlevées le 26 février dernier, puis libérées quelques jours plus tard. Philomentine. En plus de la menace de Boko Haram dont fait face le Nigeria depuis 2009, le pays est aussi confronté au fléau des enlèvements de lycéens perpétrés par des groupes de bandits armés. En vue de mettre un terme au théâtre de violence qui sévit dans le nord-ouest et dans le centre du Nigeria, les autorités fédérales envisagent de déployer 6000 soldats dans l'état de Zamfara au nord-ouest du pays. Muhammadu Buhari a approuvé le déploiement de 6000 soldats pour compléter les efforts des forces de sécurité actuelles dans l'État. Afin de mettre un terme aux activités des bandits armés, le transport de plus de 2 personnes à moto est par la présence interdit avec effet immédiat. Malgré plusieurs opérations de sécurité et efforts de dialogue, une paix durable reste difficile à atteindre dans la partie nord-ouest du Nigeria. Les questions économiques et sociales seraient les mobiles des actes criminels selon les observateurs. En outre, les gouverneurs des régions concernées par les enlèvements d'enfants payent souvent des rançons et décrètent des amnisties en échange des libérations. L'envoi de 6000 soldats nigériens pourra renforcer le climat de sécurité dans le nord de cet État fédéral qui reste fragilisé par cette guerre asymétrique. Faut-il rappeler également que ces groupes terroristes agissent de manière asymétrique. Ce ne sont pas des guerres conventionnelles. Donc il serait important pour le Nigeria de renforcer son arsenal en matière de renseignement et de services secrets. Si le Nigeria parvient alors à mettre en place un système de renseignement efficace à travers une coopération avec le Niger voisin, car la majeure partie de ces groupes terroristes sont transfrontaliers. Donc le Nigeria pourra alors endiguer ce phénomène. Un rapport du groupe International Crisis Group révèle un bilan lourd de plus de 8000 morts depuis 2011 et de plus de 200 000 personnes ayant fui leur domicile à cause des violences au Nigeria. En dépit de la crise sanitaire, le port de Lomé au Togo a enregistré des performances encourageantes. Selon les données fournies par les autorités portuaires, l'activité du port a connu une hausse de 12% entre 2019 et 2020. Dans les détails, le trafic portuaire s'est chiffré à environ 25,5 millions de tonnes en 2020 contre 22,7 en 2019. Les détails avec Samantha Saberou-Sabubanga. Malgré le ralentissement des activités dues à la pandémie du coronavirus, le trafic du port de Lomé a connu une hausse d'environ 12% entre 2019 et 2020. De 22,7 millions de tonnes, il est passé à environ 25,5 millions de tonnes, selon les données provisoires fournies par les autorités portuaires. Ceci est en grande partie dû aux importations enregistrées d'une hausse de près de 15%, passant respectivement de 6,5 millions de tonnes à 7,5 millions de tonnes. Deux raisons fondamentales expliquent la performance du port autonome de Lomé. Premièrement, il faut noter que le gouvernement togolais a réalisé beaucoup d'investissements dans le domaine pour exploiter les dotations naturelles que le port a en eau profonde. Et il faut rappeler également qu'avec la crise de la Covid, les chiffres de l'Organisation mondiale du commerce ont montré que les 6 derniers mois de l'année 2020, on a connu effectivement une reprise des échanges commerciaux s'agissant des marchandises. Donc ceci justifie bien le fait que le port de Lomé, jouant son rôle leader dans la sous-région, en desservant les autres pays qui n'ont pas accès à la mer, devrait effectivement réaliser ses performances. De 15 millions de tonnes en 2019, elles ont atteint 16,6 millions de tonnes en 2020. On note ainsi une évaluation soutenue du trafic portuaire sur les 3 dernières années. 22,1 millions de tonnes en 2018, 22,7 millions en 2019 et 25,5 millions en 2020. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenir et aller au-delà de ces performances? Les solutions sont connues. C'est réaliser encore plus d'investissements, notamment dans le secteur des transports, en mettant effectivement en œuvre les mesures inscrites dans la facilitation des échanges, ce qui va permettre effectivement de bénéficier de ces dotations naturelles qu'a le Togo en améliorant les infrastructures de transport. La situation pandémique a eu paradoxalement pour effet de positionner le port de Lomé comme plateforme de repli important pour les grands bâtiments maritimes. Une situation qui renforce sa position de port de transbordement par excellence pour les pays de la sous-région. Le Nigeria devrait enregistrer une hausse de ses importations de blé durant la campagne agricole 2020-2021. C'est ce que révèle le département de l'agriculture des États-Unis dans un rapport selon lequel les importations de blé du pays devraient dépasser les 5 millions de tonnes, soit une hausse de 4% par rapport à la campagne précédente. Les précisions de Victoria Sedji.
Selon un rapport du département de l'agriculture des États-Unis, USDA, les importations de blé du Nigeria dépasseront encore pour la deuxième année consécutive la barre des 5 millions de tonnes. Sur la campagne 2020-2021, le Nigeria devrait importer jusqu'à 5,5 millions de tonnes de la céréale. Il s'agit d'une hausse de 4% par rapport à la campagne 2019-2020. C'est quand même énorme comme importation et surtout on a là une dépendance alimentaire, donc un pays qui dépend d'autres pays et sur le plan géopolitique, c'est pas très intéressant. Premier importateur de blé en Afrique subsaharienne et quatrième du continent, l'Afrique du Nord y compris, le Nigeria fait surtout face à une pluviométrie irrégulière et doit sans cesse recourir à l'irrigation. De plus, la concurrence d'autres cultures favorise une régression de la production de blé. En 2018, les autorités ont déclaré être en train de travailler sur de nouvelles stratégies visant le développement de plantations de nouvelles variétés de blé plus adaptées au climat. Celles-ci devraient aider le Nigeria à réduire de 60% ses importations d'ici 2025. Il faut noter d'entrée de jeu que le président Buhari avait lancé en 2019 un vaste programme agricole donnant la priorité à la production alimentaire et agricole dans le but de stimuler les productions locales. Donc, des mesures rigoureuses avaient été prises en ce sens avec la fermeture des frontières terrestres à la circulation de certains produits. Il faut aussi dire que des zones favorables à la culture du blé sont sujettes à une instabilité sécuritaire chronique, ce qui réduit également considérablement les superficies à enlaver. Au Nigeria, la consommation annuelle de blé avoisine les 3,8 millions de tonnes contre une production d'entre 60 à 70 000 tonnes en moyenne. C'est 4 milliards de dollars par an en moyenne que le pays investit dans le blé importé. La situation épidémiologique s'aggrave au Cameroun. De décembre 2020 à février 2021, les autorités sanitaires ont enregistré près de 10 000 nouveaux cas de coronavirus. Face à cette recrudescence des cas positifs, quelles sont les stratégies envisagées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus? Élément de réponse avec notre correspondante Joëlle-Marie Ballot. Conscientes de l'augmentation fulgurante des cas de Covid-19 au Cameroun, les autorités médicales lancent un appel à la population à renouer avec les mesures barrières. Une situation qui, selon l'Observatoire du développement sociétal, pourrait être canalisée dans la mesure où le gouvernement camerounais venait instaurer un confinement partiel de sa population en effectuant la fermeture des lieux de rassemblement. On n'a jamais connu un confinement au Cameroun parce que dès les premières heures, contrairement à ce que les experts, les épidémiologistes et tous ceux qui sont dans la sphère scientifique derrière la pandémie avaient proposé au président de la République, il était le seul dans sa sagesse habituelle à dire que nous ne pouvons pas confiner au Cameroun parce que nous n'avons pas la possibilité de confiner au Cameroun. Et donc, parce qu'il tenait à ce que ses compatriotes ne soient pas séquestrés dans un confinement sans possibilité de se mouvoir, sans possibilité de vivre. Le Cameroun est passé de près de 26 000 cas positifs en décembre 2020 à près de 37 000 cas en mars 2021. La détérioration de la situation épidémiologique dans les rues est due à l'indiscipline et à la désinvolture des citoyens dans l'observation des mesures barrières. La perception du risque chez nos compatriotes a baissé drastiquement, et d'où les relâchements que nous avons observés lors des fêtes de fin d'année et toute cette période-là. Et donc, c'est une accélération de la situation depuis le début de cette année que nous sommes en train de tout faire pour maîtriser avec les nouvelles instructions que nous venons de recevoir de M. le Président de la République. Les autorités camerounaises ont annoncé pour courant mars 2021 le début de la vaccination contre le coronavirus. Cette opération permettra d'administrer 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca. En rappel, la prise du vaccin est gratuite et la vaccination reste libre et volontaire pour tous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.